un rat, et il va voir des milliers de petits rats au fur et à mesure envahir son champ visuel, ce qui est extrêmement angoissant. Cet embrasement cérébral peut conduire à des crises convulsives généralisées et, dans des cas relativement rares, 6%, à la mort du sujet par une hyperexcitabilité cérébrale et une grande déshydratation. Par un mécanisme encore mal connu, l'alcool provoque une libération de dopamine dans une petite région du cerveau qui gère les sensations de plaisir, le noyau accumbens. Un processus commun à toutes les drogues et qui joue un rôle crucial dans l'installation de la dépendance. Depuis quelques années, les techniques d'imagerie médicale permettent à des chercheurs, comme Jean-Luc Martineau, de mesurer les dégâts de l'alcool sur l'ensemble du cerveau. On a commencé à étudier des patients ayant une consommation régulière d'alcool il y a une quinzaine d'années. On a commencé déjà à vouloir savoir quelle était la consommation d'énergie des différentes régions du cerveau chez ces patients et si elle différait par rapport à des sujets normaux. On s'est aperçu qu'il y avait une diminution considérable du métabolisme du glucose. Et le glucose est la seule source d'énergie du cerveau dans toutes les parties antérieures du cerveau. On s'est aperçu, quand on a essayé de regarder s'il existait des relations entre la consommation d'énergie des régions antérieures du cerveau et les performances de ces sujets à des tests, qu'il y avait une corrélation, c'est-à-dire que moins l'activité énergétique était importante, moins ces patients performaient correctement à des tests de sélection d'informations, à des tests de mémoire immédiate ou à des tests de supervision, d'exécution des comportements. Dans les années suivantes, on a voulu savoir si derrière ces altérations fonctionnelles, il existait des modifications de la structure même du cerveau. Pour ça, on a utilisé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui donne d'excellentes images de la forme du cerveau, de son anatomie, de la matière grise et de la matière blanche. La matière grise n'est pas qu'une expression. Elle désigne l'ensemble des corps des neurones, c'est-à-dire leur noyau. Quant à la matière blanche, elle constitue le câblage de ces neurones, le réseau par lequel transite l'information dans le cerveau. On a étudié le même type de patients, c'était des patients hospitalisés dans le service du professeur Reynaud, un service d'addictologie à Villejuif. Ces patients avaient une consommation régulière d'alcool, demandaient à être sevrés de cette consommation, mais n'avaient aucun critère de gravité autre, aucun autre signe de souffrance corporelle. Chez ces patients, il y avait, d'après l'IRM, et les mesures qu'on a pu en faire en utilisant des logiciels un peu spécialisés pour quantifier la matière grise et la matière blanche, il y avait des diminutions de la matière grise très marquées dans les régions antérieures du cerveau, dans les régions frontales, c'est les parties à l'avant du cerveau, et dans les régions frontales médianes, c'est-à-dire entre les deux hémisphères. La nouveauté de ces dernières années, c'est que les techniques d'analyse d'image montrent que même dans le cas de consommation modérée, on peut détecter des altérations non seulement du fonctionnement, mais de la structure et de l'ultrastructure même du cerveau. Ce que ces images montrent, c'est que l'alcool à haute dose atrophie le cerveau. Les altérations très graves que constatent les chercheurs se voient même à l'œil nu chez certains alcooliques.
On ne sait pas très bien si ces données sont réversibles. On pense que ça peut être réversible à l'arrêt de l'alcoolisation. Je suis un peu effrayé de ces résultats. Je trouve qu'ils montrent que l'alcool est vraiment un produit encore plus toxique que ce que j'imaginais. Depuis longtemps, les spécialistes de l'alcool cherchent à identifier les facteurs de vulnérabilité de l'alcoolisme. Et c'est la génétique qui commence à apporter de vraies réponses. Les facteurs qui font qu'on devient alcoolodépendant, c'est très compliqué parce que c'est un mélange de facteurs culturels, familiaux, éducatifs, tempéramentaux, de pathologies psychiatriques aussi et de facteurs génétiques. Et l'ensemble amenant à un mélange qui est compliqué à discerner et qui fait que certains sujets sont effectivement plus à risque que d'autres. Il se trouve, et on va commencer déjà à voir un peu les facteurs génétiques, qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et il y a en France entre 2 et 5%, une toute petite partie de la population, qui n'est pas très douée pour éliminer la molécule alcool. Parce qu'elle n'a pas un bon capital génétique, peut-être d'ailleurs qui n'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas pour la capacité à éliminer l'éthanol, et qui va faire que le métabolite de l'alcool, c'est-à-dire le premier produit de dégradation de la molécule alcool, va être accumulé rapidement dans le sang. Et ce métabolite, il est extrêmement désagréable à supporter. On a des sensations de rougeur, de pâleur, de nausée, parfois de vomissement, de malaise, qui vont faire que la moindre consommation d'alcool va être cataclysmique. Les Français, je disais, ont entre 2 et 5% de sujets qui tolèrent mal l'alcool. Les Orientaux, la Corée, le Japon, ont plus de 40% des gens qui y habitent qui ont cette intolérance à l'alcool. Le gène qui est à l'origine de cette intolérance constitue un facteur de protection contre l'alcoolisme. À l'inverse, ceux d'entre nous qui résistent à l'alcool peuvent se retrouver sur une mauvaise pente. Le fait d'avoir une telle fréquence de la non-tolérance à l'alcool va amener à, bien sûr, une réduction du risque de l'alcoolodépendance. Quand vous prenez 3, 4, 5 bières et que finalement, vous ne perdez pas connaissance, même plus que ça, vous gardez un certain contrôle de vous-même, vous n'avez pas trop de troubles de la coordination motrice, vous avez l'air de ne pas être aussi intoxiqué que vos camarades qui ont bu à peu près autant, ça ne veut pas dire qu'aux fiertés nationales, je tiens bien l'alcool. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à risque d'alcoolodépendance. Pour établir l'importance du bagage génétique dans la naissance de l'alcoolisme, des scientifiques ont entrepris des études à grande échelle sur des vrais et faux jumeaux. Des études qui permettent de distinguer le poids des gènes et celui de l'histoire familiale. On a eu des progrès assez considérables il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, grâce à 2 techniques un peu bizarres qui permettent d'essayer de discerner, ce qu'on avait beaucoup de mal à séparer initialement, les facteurs familiaux, éducatifs, le fait de vivre dans une famille avec un père alcoolique par exemple, ou des facteurs génétiques, le fait de recevoir des gènes de son père ou de sa mère. Et ça, c'est des techniques qu'on appelle les études de jumeaux, les études d'adoption. Et on arrive comme ça à bien discerner ce qui revient à l'environnement familial partagé, ce qui revient aux gènes qu'on hérite des parents. Dans les études de jumeaux, il y en a maintenant à peu près une vingtaine dans le monde, avec maintenant plus de 10 000 jumeaux recrutés dans toutes les différentes nations. Donc on a des idées maintenant à peu près bien établies. Et contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, les facteurs génétiques sont bien plus importants que les facteurs familiaux partagés.
Bien sûr que c'est pas neutre de vivre dans une famille où l'alcool coule à flot, où on banalise la consommation d'alcool quotidienne, ou même qu'on ait un parent qui lui-même a des dysconsommations d'alcool. Mais en fait, le fait d'hériter des gènes qui favorisent la vulnérabilité pour développer ce trouble est plus important encore que les facteurs familiaux qui eux-mêmes n'ont pas d'effet nul. Les généticiens ont renoncé à trouver le gène de l'alcoolisme. En revanche, plusieurs gènes ont déjà été identifiés. Parmi eux, celui qui est responsable de la fabrication de l'un des récepteurs à la dopamine, le récepteur D2. Tout le monde a ce gène dans les chromosomes. Mais il peut se présenter sous différentes formes qu'on appelle les allèles. Chez une grande partie des alcooliques, cet allèle est un peu plus long que la normale. Une singularité qui semble perturber la fabrication des récepteurs D2. Une des formes du D2, du gène qui code pour le récepteur dopaminergique D2, elle est un tout petit peu plus importante chez les alcooliques que chez les sujets contrôle. Ça augmente de 30% le risque d'alcoolodépendance. Mais c'est ridicule, c'est pas ça qui explique la maladie. D'augmenter un chouïa le risque de maladie, c'est pas une explication scientifique de la présence du trouble. Mais c'est pas pour rien que c'est systématiquement présent. On retrouve aussi cette anomalie chez les consommateurs de cocaïne et d'héroïne. Beaucoup de scientifiques pensent aujourd'hui que ce gène représente l'un des principaux facteurs de vulnérabilité à la dépendance aux drogues. Mais il en existe d'autres, et les gènes seuls n'expliquent pas tout. J'ai fait donc pas mal d'études de génétique. À chaque fois que je trouve un facteur de vulnérabilité, je l'ai. Donc j'ai l'allèle S du transporteur de la sérotonine qui prédispose au risque suicidaire. J'ai l'allèle A1 qui prédispose à l'alcoolodépendance. Et je le dis régulièrement à mes patients et aux gens qui participent aux études génétiques parce que je m'en porte pas trop mal. C'est-à-dire que je sais que je peux peut-être être un peu plus vulnérable qu'un autre, mais comme beaucoup de gens qui ont connaissance de leur vulnérabilité, je fais un peu plus attention. Et bon, prévenir le risque suicidaire, c'est pas très simple. Donc, si je suis déprimé, j'irai voir un psychiatre. Ce sera pas très facile, moi-même comme psychiatre, mais on en trouve. Et puis après, de toute façon, quand on a des gènes de vulnérabilité, ce n'est qu'une rencontre avec un environnement spécifique qui peut la développer. Hein. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi un axe qui se développe beaucoup dans la génétique des addictions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quand on a un gène de vulnérabilité, c'est en rencontrant quel type d'événement, à quel moment, dans quelles circonstances que la pathologie peut arriver à s'exprimer. Certains craignent désormais que le dépistage des gènes de vulnérabilité ne devienne systématique, encourageant employeurs et assurances à adopter des pratiques abusives. Une idée en complète contradiction avec la démarche des scientifiques, pour qui la vulnérabilité n'est évidemment pas une fatalité. L'alcool et le tabac bénéficient de tous les nouveaux outils développés pour étudier la chimie du cerveau, la génétique et la psychologie de l'addiction. Les scientifiques peuvent maintenant évaluer à sa juste mesure l'extraordinaire complexité de l'action de ces drogues dans le cerveau. Ce sont les drogues les plus consommées dans le monde et les plus dangereuses pour la santé. Longtemps victimes d'un déni collectif, elles sont désormais considérées comme des drogues à part entière. Demain, il sera question du cannabis. Si l'action de cette plante sur le cerveau n'est vraiment comprise que depuis quelques années, les scientifiques ont aussi fait des découvertes surprenantes. L'utilisation du cannabis semble en effet ouvrir de nouvelles perspectives au traitement de l'obésité, de la douleur, de l'anxiété et même de la sclérose en plaques. À demain ici et tout de suite sur le net.